Comme ça va le peu. Merci beaucoup. Alors, bon, je suis le dernier, j'ai pas mal de choses à dire. Je vais essayer de rester le plus bref possible pour qu'on ait le temps justement d'avoir une discussion. Tout d'abord, 2 ou 3 détails biographiques qui sont d'importance dans ce contexte. Alors, j'ai été, mon dernier poste, donc j'ai été ambassadeur effectivement à Bruxelles, auprès de la Belgique et du Luxembourg. Par la suite, j'ai été directeur général adjoint du ministère des Affaires étrangères. J'étais responsable de la Hasbara, ce qu'on appelle la diplomatie publique. Donc, si vous voulez me poser des questions à ce sujet, il n'y a aucun problème, je partage votre frustration, mais je vais quand même essayer d'éclairer un peu la situation. J'ai démissionné des affaires étrangères il y a bientôt 2 ans, en fait, c'était en avril 24, parce que je ne voulais plus représenter ce gouvernement israélien. Et si je ne voulais plus représenter ce gouvernement israélien, c'est pas du tout pour des raisons qui sont liées à la guerre, mais surtout pour des raisons qui sont liées aux réformes, ou aux soi-disant réformes que ce gouvernement voulait promouvoir et qu'il essaye maintenant, de nouveau, la guerre étant terminée, de promouvoir, qui à mes yeux sont des réformes antidémocratiques et que je ne voulais absolument pas représenter dans cette position de directeur général adjoint du ministère des Affaires étrangères. Alors depuis que j'ai quitté le ministère, je travaille en fait pour les universités israéliennes et je suis responsable de la lutte contre le boycott académique. Donc ça fait 1 an et demi que je m'occupe chaque jour de cette lutte sisyphique, compliquée contre le boycott académique, avec certains succès, mais aussi malheureusement aussi avec pas mal d'échecs, parce qu'il faut dire que les cartes distribuées ne sont pas très très bonnes, et nous faisons face en fait à un ennemi qui est beaucoup plus intelligent et beaucoup mieux organisé que nous. Donc en fait, pour nous, c'est un travail maintenant de lutte très très compliqué pour essayer de reprendre le dessus. Alors voilà, ça c'était une espèce d'introduction très très brève. Maintenant, pour le 7 octobre, disons, là j'aimerais m'adresser à la question un peu en cercle concentrique, en commençant un peu par le monde de manière générale, pour aboutir en fin de compte à ce qui se passe ici en Israël, parce que ça m'a l'air d'être la chose la plus importante. Alors ce qu'on voit dans le monde, mais déjà depuis un certain temps, en fait c'est un phénomène qui a commencé bien avant le 7 octobre, mais qui a certainement été accentué par le 7 octobre, c'est le phénomène d'extrémisation et de polarisation. Le monde n'est plus le lieu modéré que nous avons connu lorsque nous étions jeunes. Alors, je ne sais pas si nous avons été jeunes au même moment, mais plus ou moins au même moment. Et le monde dans lequel nous sommes nés et dans lequel nous avons grandi était un monde optimiste, où il y avait une certaine stabilité d'après-guerre, où il y avait un espèce de contrat social, économique, politique, chacun avait le droit de s'exprimer, chacun avait le droit de s'épanouir, etc. Et tout ça dans une atmosphère qui était en fin de compte une atmosphère d'une certaine modération. Or maintenant, ce que nous voyons depuis un petit bout de temps, c'est la montée de l'extrémisme. Nous sommes, d'un certain point de vue, de retour dans les années 30 du siècle dernier. D'accord ? Macron, c'est Weimar, pour dire ça de la manière la plus claire possible. D'accord ? C'est la démonstration de la faiblesse de la démocratie libérale qui encourage la montée de forces extrémistes, alors que ce soit d'un côté M. Bardella, qui sera probablement le prochain président de la République française, d'un autre côté, comment s'appelle-t-il, le communiste Mélenchon. Voilà. Donc c'est ça les forces qui montent. Et tout ça s'est accompagné d'un discours qui est un discours de plus en plus polarisant, dans lequel on voit, si vous voulez, on voit les racines de la violence. Alors que ce soit Donald Trump aux États-Unis, Viktor Orban en Hongrie, etc., etc. Je ne parle pas de ce qui se passe en Israël parce que je ne veux pas rentrer dans des questions politiques israéliennes. Chacun a le droit d'avoir ses propres opinions sur les tendances de fond de ce qui se passe aussi dans la politique israélienne. Donc c'est pas tellement en plus le but de cette réunion, mais je crois qu'il y a vraiment des raisons pour être inquiet. Parce que la démocratie libérale que nous avons connue, eh bien, elle commence à disparaître. Elle disparaît aussi sous les coups d'adversaires
d'ennemis de la démocratie qui sont de plus en plus puissants, alors que ce soit les Chinois avec leurs algorithmes et les réseaux sociaux tels que TikTok, que ce soit les Russes mentionnés auparavant, etc. Ce sont des ennemis actifs de la démocratie qui font tout pour nous affaiblir. Et effectivement, nous nous affaiblissons. Alors ça, c'est un phénomène mondial qui a été accentué par le 7 octobre. Ce que le 7 octobre a démontré, c'était la puissance de cette alliance verte-rouge, l'islam politique et l'extrême gauche. Et c'est une alliance extrêmement puissante qui s'est trouvée de manière très intelligente et très subtile, qui s'est trouvée un écho surtout auprès des jeunes. Alors on voit ça aux États-Unis, l'élection de Zohran Mamdani à New York, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça concerne de très très près aussi les communautés juives et surtout la communauté juive aux États-Unis parce que nous sommes en train de perdre une partie de nos jeunes. Une partie des jeunes juifs s'identifient plutôt avec cette tendance-là. Ils sont woke, ils sont ultra libéraux, ou je ne sais quoi, chacun peut l'appeler comme il veut, mais ils ne s'identifient plus avec l'État d'Israël, ils sont antisionistes. Vous avez de plus en plus de jeunes juifs américains qui se disent antisionistes. Donc problème général qui devient un problème particulier. À cela, il faut ajouter une montée inexorable et très dangereuse de l'antisémitisme. Et je crois que c'est seulement maintenant qu'on se rend compte, en fin de compte, de quelle était la nature de la protection dont le peuple juif a bénéficié après la Shoah. Après la Shoah, nous avons eu droit à peu près à 2 ou 3 générations de protection, parce que l'ampleur du crime était tellement grande que d'une certaine manière, le monde a vibré avec nous et s'est identifié à nous et à notre souffrance. Cela est en train de disparaître. Plus personne, maintenant, quand on pense aux Juifs, on ne pense plus à la Shoah. Les Juifs sont des ennemis. Les Juifs, aux yeux de ces nouveaux gauchistes, sont des blancs, sont des exploiteurs blancs. Les Israéliens sont des colonisateurs. Donc, si vous voulez, on est dans une espèce de logique antisémite profonde, mais qui ne s'appelle plus antisémite, elle s'appelle antisioniste, elle a d'autres noms, etc. Mais en fin de compte, la conclusion est toujours la même. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Et contre ces gens, il faut impérativement se protéger, il faut se défendre. Nous sommes trahis, littéralement trahis, par les gouvernements des pays dans lesquels se trouvent les communautés juives. C'est une véritable trahison, que ce soit en France, en Belgique, aux Pays-Bas, et j'en passe. Les gouvernements préfèrent faire plaisir à une quantité plus grande de musulmans qu'à une quantité plus petite de juifs. Et nous voyons les résultats. Nous les voyons un peu partout. Les communautés juives vivent dans une crainte que nous n'avons pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est un phénomène qui risque de s'accentuer et qui risque de continuer. Ici en Israël, alors les 2 interlocuteurs, Pascal et Michel, ont fait allusion, et aussi j'aimerais un peu m'adresser à cette question de l'internationalisation du conflit. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le 7 octobre a provoqué, et puis surtout les événements de ces derniers mois, l'intervention américaine, le plan de paix américain, etc., ont provoqué une internationalisation du conflit qui est, à mes yeux, totalement contraire aux intérêts israéliens. Parce que, et on le voit, Donald Trump donc a une nouvelle, vous avez cette capitale américaine installée à Kiryat Gat, d'où sont issues des directives dirigées au gouvernement israélien. Alors le gouvernement israélien, je veux dire, je prends un petit risque, c'est un risque, mais c'est un petit risque. Voilà, le gouvernement israélien a annoncé aujourd'hui qu'il refusait que des soldats turcs fassent partie de la force internationale à Gaza. Parlons-en dans 1 mois ou dans 2 mois, et vous verrez les soldats turcs à Gaza. Parce qu'en fin de compte, la décision n'est pas prise par le gouvernement israélien, elle est prise par le gouvernement américain, et les Américains ont intérêt à avoir les Turcs avec eux, parce qu'ils en ont besoin dans le contexte syrien, parce qu'ils en ont besoin en tant que nouveaux alliés puissants, et plus puissants que nous. Donc, en fin de compte, la géopolitique cruelle fera en sorte que les intérêts israéliens ne sont pas nécessairement respectés.
Non, un dernier mot sur la société israélienne, parce qu'à mes yeux, c'est ça la chose la plus importante. Et il faut le dire aussi honnêtement, et c'est dur à accepter, mais je crois que c'est la seule manière d'entamer un chemin de guérison. Nous sommes une société malade. Nous sommes une société qui n'est pas en bonne santé. Et le 7 octobre a été un révélateur de la mauvaise santé de la société israélienne. Et nous ne sommes pas en bonne santé parce que nous avons perdu notre narratif commun et notre objectif commun. Nous avons perdu ce qui nous avait mené lors des premières décennies de l'existence de l'État d'Israël. Nous avons perdu les racines de base du sionisme. Nous avons perdu nos idéaux de base et nous les avons abandonnés pour préférer lutter les uns contre les autres, parce que nous sommes de gauche, nous sommes de droite, nous sommes religieux, nous sommes laïcs, nous sommes ceci, nous sommes cela. Et dans cela, nous avons été encouragés parce que certains en profitent. Encore une fois, je ne rentre pas dans le domaine de la politique, mais je peux vous assurer qu'il y a ceux qui profitent de la division entre nous. Et il faut impérativement que les Israéliens se retrouvent et qu'ils se retrouvent dans un nouvel Israël. Alors ça sert à rien maintenant, on n'est plus en 1948 et on n'est plus Paul Newman dans Exodus, on est autre chose, d'accord? Mais on est une société formidable, les Israéliens l'ont démontré depuis le 7 octobre, et il faut impérativement que ces énergies, qui sont des énergies positives et vraiment de la qualité la plus haute possible, humainement la plus haute possible, que ces énergies soient canalisées au profit de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient musulmans, tous les Israéliens doivent en profiter et en bénéficier. Nous ne pouvons pas envisager d'avenir si une partie des Israéliens refuse de faire partie de l'État d'Israël. Et là, je fais allusion aux ultra-orthodoxes. Alors, c'est la question du service militaire, c'est la question de l'intégration dans la société. Nous sommes tous issus de l'ultra-orthodoxie. Or, l'ultra-orthodoxie, elle a toujours été liée au travail. C'est uniquement en Israël, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, qu'il y a des gens qui pensent sincèrement qu'ils peuvent vivre toute leur vie sans travailler. Ça n'a jamais existé. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient tous juifs ultra-orthodoxes en Pologne et ils travaillaient tous. Et les vôtres aussi. On n'a jamais envisagé une chose pareille. Or, c'est un phénomène néfaste qui est en train de détruire notre pays. Dans 20-30 ans, ils seront à peu près un tiers de la population et l'État d'Israël ne sera plus viable. Idem pour la population arabe israélienne. S'il y a une chose que nous avons pu constater le 7 octobre, c'est que la population arabe israélienne est suffisamment fidèle à l'État d'Israël pour mériter d'en faire partie. Les Arabes israéliens auraient pu profiter du 7 octobre pour faire exactement les mêmes pogroms et exactions qu'ont commis les terroristes du Hamas. Or, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Alors, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont peur, pour mille et une raisons, mais c'est pas grave. Le résultat, c'est qu'ils n'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait. Et je crois qu'il y a une communauté de destin qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que c'est un nouvel État d'Israël, c'est un État d'Israël dans lequel on doit être responsable de tous les Israéliens. Donc il y a pas mal de choses, il y a pas mal de défis. Je ne viens pas ici avec des solutions, mais juste pour vous dire quels sont les défis et les conséquences du 7 octobre. Par exemple, une autre conséquence du 7 octobre, et là je crois qu'on sera tous certainement d'accord, si avant le 7 octobre on se posait la question, est-ce que des femmes israéliennes, des jeunes femmes israéliennes, peuvent être dans des rôles de combattants dans l'armée israélienne? Je crois que depuis le 7 octobre, la question est réglée. On est tous d'accord que oui. Donc il y a quand même des choses qui se sont passées aussi au niveau de notre société a évolué et il faut tenir compte de cette évolution. Maintenant, un mot, parce que ce qu'a dit Michel est important. Est-ce que effectivement ce sont certains Israéliens qui abîment l'image d'Israël? Alors moi, je ne suis pas tellement d'accord avec votre perspective. Je crois que ce qui fait la force de l'État d'Israël, c'est le fait que c'est un État démocratique. Chacun a le droit de s'exprimer, on a le droit d'avoir des opinions différentes, de dire... Et puis,
Et il faut quand même dire que ce qui nous partage fondamentalement, c'est les questions qui sont liées à la solution ou au manque de solution du conflit israélo-palestinien. Alors nous ne sommes pas d'accord, il faut savoir en débattre. Ce débat, ce n'est pas un débat fermé qui a lieu uniquement en Israël. C'est pas parce qu'il a lieu en hébreu qu'il a lieu qu'en Israël. C'est un débat qui est suivi par le monde entier parce qu'il est important pour le monde entier. Et je crois que c'est tout à fait légitime que des Israéliens expriment des opinions contraires à celles de leur gouvernement, que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite. Moi, je trouve ça tout à fait légitime et correct, et je ne pense pas qu'en cela, ces Israéliens contribuent à nos ennemis. Ils contribuent au contraire à un débat, à mon avis, que je trouve plus fertile et plus utile pour l'avenir de ce pays. Ce pays n'a pas d'avenir s'il n'y a pas deux conditions de base qui sont remplies. L'État d'Israël doit être juif et démocratique. S'il n'est pas juif, il n'a pas d'avenir. S'il n'est pas démocratique, il n'a pas d'avenir. Voilà, ça m'a l'air en fait quelque chose d'assez fondamental. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler aussi pendant longtemps de ces questions de Hasbara, etc. Mais si vous voulez, on en parlera par la suite. Merci beaucoup. Je veux juste noter, Israël doit être juif et démocratique. Oui. Et juif, avant, d'ailleurs, à mes yeux, il y a une hiérarchie. Juif est plus important que démocratique, mais sans les deux, ça ne marche pas.